Déjà, merci de vous être connecté au webinaire donc, sur l'inégale exposition aux pollutions atmosphériques et sonores en Île-de-France, qui est donc organisé dans le cadre du Pacte du pouvoir de vivre d'Île-de-France. Et donc, je vais laisser la main à Olivier Clément de la CFDT Île-de-France, qui va vous présenter déjà pour commencer rapidement ce qu'est le Pacte du pouvoir de vivre. Voilà, et puis on pourra enchaîner sur les différentes présentations. Merci Clémentine, bonjour à toutes et tous. Effectivement, le Pacte du pouvoir de vivre est un collectif qui existe nationalement depuis mars 2019. Il s'est constitué quelques mois après son existence sous forme de groupes locaux, voire régionaux. Le nôtre, il est régional. Il s'appelle le groupe Pacte du pouvoir de vivre Île-de-France, tout simplement. Se constitue d'à peu près une dizaine, douzaine d'organisations, soit associatives, syndicales, voire mutualistes. Aujourd'hui, à l'échelle nationale, il y a 65 signataires du pacte et nous avons pour but commun un travail collectif autour d'une approche sociale de notre société, tant sur les problématiques de logement que les problématiques de santé, et aussi sur les questions d'ordre environnemental ou encore liées à ce que je pourrais préciser comme un petit peu notre colonne vertébrale, c'est-à-dire la défense de la démocratie. Et donc, nous avons pris le pli chaque année d'organiser soit des rencontres sous forme de petits colloques, rencontres sous forme de conférences, bien sûr thématiques à chaque fois, abordant des sujets comme la dématérialisation des services publics, à l'échelle, sur le périmètre, j'entends, de la région, et cette année, sur l'année, on va dire 2024-2025, parce qu'on suit un petit peu le cours d'une entrée scolaire un petit peu égale à celle une entrée normale comme celle des scolaires, et pour terminer donc au mois de juin. Donc sur l'année 2024-2025, on a déjà l'idée effectivement de produire quelques actions et la série de webinaires qui commence par celui-ci sur la question de la pollution de l'air et les questions d'ordre de nuisances sonores qui, ça ne vous a pas échappé, nous sommes à Paris, en Île-de-France, plus largement. Toutes ces questions liées à des inconvénients d'ordre de santé publique, mais aussi en lien avec la vie sociale au travail, eh bien, nous interroge, nous interpelle. Et donc, je remercie bien évidemment les intervenants d'avoir accepté de vouloir participer à ce webinaire. Et nous serons bien évidemment tous à l'écoute pour poursuivre effectivement ce travail plus tard collectivement. Sachez aussi que, alors je ne sais pas si je me suis présenté, je suis Olivier Clément, donc je suis d'une part le coordinateur du Pacte du Port de Vie, mais j'appartiens à une de ces organisations signataires, puisque je suis secrétaire régional pour la CFDT Île-de-France, et je suis en charge notamment du dossier de transition écologique juste, transport ou logement. Voilà pour une brève présentation liminaire, on va dire, de ce webinaire. Et je vous ai laissé d'ailleurs en tout début dans le chat l'adresse du Pacte du pouvoir de vie pour celles et ceux qui souhaiteraient pousser leur curiosité et voir le travail que poursuivent certains groupes locaux ou plus largement à l'échelle nationale, notamment avec l'école du Pacte du pouvoir de vivre. Voilà, je n'en dis pas plus, je laisse Clémentine et les amis de France Nature Environnement et de la CFDT et Airparif de poursuivre effectivement ce webinaire. Merci en tous les cas à vous tous et à très vite. Merci. On va commencer par une petite présentation par Michel Riotto, donc le président d'honneur de France Nature Environnement Île-de-France. Je vais te laisser prendre la parole, Michel, quand tu veux. Merci beaucoup Clémentine et donc bonjour à tous. Comme Clémentine m'a présenté, mais bon, je suis aussi un ancien biologiste du CNRS et de la fac des sciences d'Orsay. Et donc c'est pour ça que je m'occupe des problèmes de santé environnement après mon parcours de président de FNE Île-de-France. Donc je rappelle que les pollutions sonores et atmosphériques sont celles auxquelles se réfèrent le plus
les Franciliens quand on les interroge sur leur perception de leur environnement. C'est des enquêtes que mènent Air Parif et Bruit Parif. Alors, Anne Kaufmann, directrice du pôle études d'Air Parif, et Fanny Mietlicki, directrice de Bruit Parif, vous en parleront mieux que moi. Fabien Tolossian, secrétaire général adjoint de la CFDT Transport, vous donnera un exemple qui frappe particulièrement les salariés des transports. Ces pollutions sonores et atmosphériques sont inégalement réparties sur le territoire, comme vous le montreront les travaux cartographiques d'Airparif et de Bruitparif réalisés avec l'aide de l'Observatoire régional de santé. Ces deux pollutions entraînent sur le plan de la santé deux types d'effets. Une mortalité prématurée que définissent les statisticiens maintenant, avec aussi des années de vie en mauvaise santé ou morbidité, qui conduiront progressivement au décès. Les effets physiologiques de ces deux pollutions sont deux types. Une action directe sur l'arbre respiratoire via la respiration de gaz nocifs, tels que ceux produits par les appareils de chauffage défectueux, les voitures, ou sans parler des gaz de combat. Une action directe sur le système auditif par l'émission d'un bruit en cas d'exposition dépassant le seuil de risque déterminé par la notion de dose équivalente à 80 décibels sur 8 heures ou 100 décibels 5 minutes. C'est ce que souvent nous entendons en concert ou en partie. Ce dernier seuil est souvent dépassé et donc très dangereux pour l'oreille. La plupart du temps, ce sont les effets indirects qui atteignent directement, via les deux systèmes respiratoires et auditifs, les fonctions ou les organes du corps humain. Ce sont effectivement les plus fréquents. Pour ne pas être trop long, je vous écrirai sommairement qu'un seul, lié à la pollution sonore nocturne, que nous sommes tous sensibles, et pour cela pendant 24 heures. Alors, le système auditif, tel que vous pouvez le voir sur cette jolie diapo, est un détecteur de danger et une voie de communication vers le cerveau. Il fonctionne 24 heures sur 24. C'est ce qui a permis à l'espèce humaine de résister aux dangers de son environnement tout au long de l'évolution. Chaque nuit, mes oreilles sont en alerte, même pendant mon sommeil. Je suis habitué aux bruits ordinaires de ma chambre, ceux de mon compagnon ou de ma compagne ou de mes voisins. Mais voilà, un bruit, même petit, inhabituel, une rafale de vent, une pluie soudaine, une moto bruyante, le passage des éboueurs, un avion ou un hélicoptère, mon oreille a détecté une situation peu ordinaire. L'information transmise au cerveau, qui lui ne dort pas complètement, entraîne la sécrétion d'adrénaline et ou de cortisol par mes deux surrénales. Donc ce sont là deux hormones qui sont sécrétées par des organes de mon corps. Mon rythme cardiaque s'accélère, ma pression artérielle augmente et à partir d'un certain seuil de sécrétion, je me réveille. Mon système de défense est mis en route, mais ces petits bruits restant en dessous du seuil d'éveil ont à chaque fois conduit à l'accélération cardiaque et à la montée de la pression sanguine. Et ainsi se répétant chaque nuit dans des secteurs bruyants, elle conduit à l'installation d'une hypertension, puis lentement aux maladies de l'appareil circulatoire, cœur y compris. Donc voilà, je vous ai donné un petit exemple de ce que nous vivons tous chaque jour, chaque nuit. Et donc, je vais laisser maintenant la parole à nos trois amis que nous pourrons interroger après leurs trois interventions. Merci Michel pour cette transition. Je vais pouvoir donc oui laisser la parole à Anne Kaufmann et Fahmi Mitleki de Air Paris fait bruit Paris. Je ne sais pas si vous voulez partager la diapositive de votre côté, si vous... Alors, bonjour à tous, Anne Kaufmann, directrice des études à Air Paris. Je veux bien, mais je suis pas autorisée à partager, en fait. Donc sinon, je vous laisse partager et on on vous va, dira. on regarde tout de suite si on peut vous donner la main, sinon je le partagerai.
Normalement, ça devrait fonctionner maintenant si vous essayez. Oui, tout à fait. Parfait. Alors, le bon écran. Et puis, on fera un petit temps de questions-réponses à la fin de la présentation. Donc, vous pourrez les poser à l'oral ou bien dans le chat, selon vos préférences. Vous voyez bien en mode présentation, hein, c'est bien le. Bonjour à tous, on va vous faire une présentation à deux voix, Air Parif et Bruit Parif. Donc je vais démarrer, mais on va se relayer régulièrement. Donc Air Parif, c'est l'Observatoire de la qualité de l'air en Île-de-France. Vous avez forcément déjà entendu ce nom-là au moins une fois. Et on est une association loi 1901 agréée par le ministère en charge de l'environnement. Et notre spécificité, c'est on a autour de la table ce qui garantit notre indépendance, à la fois les services de l'État, les collectivités, des acteurs économiques et des associations, notamment FNE Île-de-France. Et nos missions, c'est de surveiller la qualité de l'air. Ça, c'est sûrement ce que vous connaissez le plus, puisque on met à disposition la qualité de l'air jour par jour. Mais on travaille aussi sur l'accompagnement euh, de tous, des décideurs et des citoyens, pour sensibiliser, informer, mais aider à l'élaboration de plans d'action et leur suivi pour améliorer la qualité de l'air. Et on travaille sur les enjeux croisés air, climat, énergie. On travaille aussi à la compréhension des phénomènes pour bien identifier d'où viennent les pollutions, pour pouvoir mieux conseiller les décideurs pour les réduire. Et puis, on a un petit volet d'innovation pour aider à faire émerger de nouvelles solutions pour améliorer la qualité de l'air. Bonjour, donc moi je suis Fanny Metliki, je suis la directrice de Bruit Parif. Donc Bruit Parif, c'est l'Observatoire du bruit en Île-de-France. On est donc une association, loi 1901, qui est une association plus récente qu'Air Parif. On est un petit peu la petite sœur d'Air Parif en quelque sorte. Donc pour s'intéresser, l'objectif de Bruit Parif, comme pour Air Parif, c'est de caractériser en fait voilà, le bruit sur le territoire régional. Donc on met en œuvre des programmes aussi d'innovation. On gère un gros réseau de surveillance permanente du bruit. On a plus de 200 capteurs à l'heure actuelle sur le réseau. On produit aussi des modélisations et des cartes stratégiques de bruit. On réalise des études. Tout ça pour à la fois faire progresser les connaissances des impacts du bruit sur la santé ou en termes de socio-économique, et également accompagner la mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine, notamment les collectivités qui doivent élaborer des plans de prévention du bruit dans l'environnement. Et enfin, on a un rôle plus large d'information et de sensibilisation du public. Alors, ouais, on va. Anne. Oui, on va vous parler Ouais. un tout petit peu, avant de parler de carte air-bruit, des enjeux spécifiques pollution atmosphérique et sonore. Et Michel en a parlé juste avant. Je vous ai juste mis là quelques illustrations que vous pourrez retrouver après le webinaire pour vous illustrer que la pollution atmosphérique, elle agit non seulement sur le système respiratoire et cardiovasculaire, ce qui est connu de longue date, mais aussi sur de très très nombreux organes et voilà, vous pourrez regarder en détail. Et je vous ai mis aussi les résultats des études qui ont été faites sur la région, sur les décès prématurés attribuables à la qualité de l'air et aux maladies chroniques qui sont en lien direct avec la pollution atmosphérique, tout comme quelques éléments. Alors l'étude est ancienne, mais on n'en a pas de plus récente. C'est une étude sénatoriale sur le coût de la pollution. Je vous laisserai regarder en détail. Évidemment, AirParif est à votre disposition pour des précisions. Ce que je voulais vous présenter plus spécifiquement dans le cadre de ce webinaire, c'est
l'état de la qualité de l'air en Île-de-France. Et ça va peut-être en partie répondre à l'une des questions que j'ai déjà vues dans le chat. Là, je vous présente le dioxyde d'azote. Le dioxyde d'azote est issu de tout ce qui est activité de combustion, tout ce qui est trafic routier, chauffage et éventuellement installation industrielle. Et vous voyez sur cette carte au milieu de 2023 qu'on a une décroissance des niveaux. Plus on est rouge, plus on est fort, et plus on va vers le vert, plus on est faible. Et donc on a une décroissance entre le cœur de l'agglomération et quand on s'éloigne de ce cœur d'agglomération. Et vous voyez aussi les axes routiers qui présentent les niveaux les plus élevés. Si on fait un zoom, vous voyez en fait que ce qui est encore en rouge, donc qui dépasse encore les valeurs réglementaires actuelles, ce sont les principaux axes routiers. Donc effectivement, les niveaux les plus forts sont à proximité immédiate, donc à quelques mètres des principaux axes routiers, donc boulevard périphérique, notamment pour répondre à la question dans le chat, mais aussi plus loin, et une décroissance en s'éloignant. Je vous ai mis aussi la carte de 2007, parce que la situation s'améliore très très nettement. L'échelle est évidemment la même entre les deux cartes, et on voit que la situation est bien plus favorable, même si elle n'est pas encore satisfaisante. On a d'une part encore 5000 franciliens qui sont exposés à des dépassements de la valeur limite réglementaire actuelle. Et je vous ai mis sur cette carte tout ce qui est coloré sont des zones où on a actuellement, en 2023, puisque je n'ai pas encore les chiffres de 2024, des dépassements des valeurs recommandées par l'OMS, en dessous desquelles il n'y a pas d'effet, enfin au-dessus desquels il y a des effets avérés sur la santé. On ne sait pas encore ce qui se passe en dessous, mais en tout cas, c'est des valeurs dont on sait qu'il y a des impacts. Et on voit que sur le dioxyde d'azote, ben, il y a des zones qui ne respectent pas, et vous avez en violet ce qui ne respecte pas l'OMS, et en mauve ce qui dépasse la valeur qui sera applicable à 2030, la nouvelle valeur réglementaire. C'est juste pour vous donner un aperçu, je ne m'étends pas, ce n'est pas le sujet principal du jour. Et la même chose sur les PM2,5, toujours la très nette amélioration et un dépassement sur l'ensemble du territoire actuellement de la valeur recommandée par l'OMS. Vous voyez qu'on a une variabilité un peu moins marquée que pour le dioxyde d'azote, mais là encore, on a des niveaux plus forts à proximité immédiate du trafic et dans le cœur de l'agglomération. Concernant le bruit, Michel a très bien introduit tout à l'heure le sujet sur les conséquences, les effets sanitaires du bruit. Donc, il y a évidemment les effets directs sur l'audition, mais là, qui interviennent plutôt lorsqu'on est exposé à des niveaux quand même relativement élevés et sur des durées plus ou moins longues. Donc, c'est la fameuse dose de bruit équivalente de 80 décibels sur 8 heures ou 100 décibels sur 5 minutes. Cela peut générer des conséquences de type pertes auditives temporaires ou plus pérennes, des acouphènes, de l'hyperacousie. En fait, dans le monde de tous les jours et dans la vie quotidienne, on est plutôt soumis à du bruit et à des effets extra-auditifs de ce bruit dans l'environnement. Donc, c'est typiquement l'exposition qu'on a à domicile au bruit des transports ou au bruit de terrasses de bars ou des choses comme ça. Donc là, on va avoir des conséquences de différents ordres. Premièrement, des effets subjectifs, c'est la gêne qu'on peut ressentir en présence d'un bruit, de l'irritation. Et comme l'a très bien rappelé Michel, des effets plus biologiques qui sont liés au fait que le bruit est un facteur de stress et donc que notre corps va réagir à chaque instant lorsqu'il est soumis à du bruit par tout ce qui a été décrit, une élévation du rythme cardiaque, de la pression artérielle, de la production d'hormones de stress, de la libération d'acides gras libres et de la mobilisation du glucose, tout ça pouvant entraîner sur le plus long terme donc des conséquences de termes cardiovasculaires ou sur les systèmes endocriniens. Donc tout ça commence à être bien connu. L'OMS a publié en 2018 une synthèse des effets
Il y a également des effets qui sont moins bien mis en évidence jusqu'à présent sur les performances cognitives, à la fois les perturbations des apprentissages, de la compréhension, les troubles de la mémoire, de l'attention et de la concentration, et également des effets sur la santé mentale, c'est-à-dire dépression, anxiété, troubles mentaux et une élévation de la consommation médicamentale, notamment en lien avec les troubles du sommeil pour mieux dormir. Donc voilà, les effets du bruit en fait sont assez multiples et parfois insidieux. Donc, on peut, au niveau de l'Île-de-France, avoir quelques chiffres hein, des conséquences du bruit sur la santé. On a des cartes de bruit, notamment que je vais vous montrer après, qui permettent d'estimer en chaque point du territoire les niveaux d'exposition de la population au bruit des transports. Et notamment, on a ces informations plus finement sur ce qui est représenté ici, c'est-à-dire pas toute l'Île-de-France, mais la zone dense francilienne, qui est en gros l'agglomération parisienne. Et au sein de cette zone, on a de l'ordre de 2,3 millions de personnes qui seraient fortement gênées par le bruit des transports, 756 000 personnes qui seraient fortement perturbées dans leur sommeil, qui représenterait une morbidité de l'ordre de 100 000 années de vie en bonne santé perdues chaque année au sein de ce territoire. Et si on rapporte ça à une vie entière d'un individu moyen qui résiderait au sein de ce territoire, c'est 9,4 mois de vie en bonne santé perdue sur une vie entière. Et vous voyez, par rapport au thème de ce webinaire, qu'il y a de très fortes disparités territoriales avec des contrastes hein, selon les zones plus ou moins urbanisées et plus ou moins sujettes au bruit des transports. Dans certains territoires, ce déficit de bonne santé peut aller jusqu'à 3 ans. Voilà, de la même manière que pour la qualité de l'air, il y a eu un chiffrage qui a été réalisé en 2021 par l'ADEME et le Conseil national du bruit, du coût social du bruit en France. La facture s'élève à 147 milliards d'euros par an. Donc c'est à la fois les conséquences économiques, enfin des conséquences sanitaires ou économiques du bruit des transports, mais aussi du bruit sur le lieu de travail ou les bruits qu'on appelle plus de voisinage, qui sont en fait tous les autres types de bruits qui sont quand on n'est pas en présence de bruit de transport ou d'industrie. Voilà, et donc la déclinaison de ce chiffrage au niveau francilien, ça donne un total de 42,6 milliards d'euros par an. Donc ça, c'est voilà, donc on voit que c'est vraiment un enjeu finalement très important, voilà, du même ordre de grandeur finalement que la quantification de la pollution atmosphérique, même si toujours dans ce type d'évaluation économique, il y a toujours beaucoup d'incertitudes et de lacunes en fait, mais ça montre quand même qu'il y a un réel enjeu sur ce sujet-là. Donc voilà les données. On a donc les cartes de bruit, je sais pas, ça a sauté, mais c'est pas grave. Pas très. On n'a pas la même version. Ah mince. Ouais. Je peux arrêter et tu reprends la... Euh, Excuse-moi. ouais, je sais pas si. Oui, on va partager en fait. Bon, allez, c'est pas très grave, je pense qu'on va les retrouver après. Je te laisse repartager parce que j'ai pas la main. Euh, Normalement, Fanny, je viens de te mettre co-hôte. Donc, Ah, est-ce que tu... ok. Ah ouais, c'est bon. Ouais. Alors, hop. Vous voyez mon écran là, c'est bon? Ouais. Oui. Ouais. Voilà, donc ça c'est pour vous donner un exemple de carte de bruit, hein, donc les cartes de bruit qui existent, qui sont publiées et mises à jour tous les 5 ans seulement, à partir de la consolidation de toutes les données de trafic, la présence des bâtiments, des murs anti-bruit. Donc c'est un peu un travail assez long en fait de consolider toutes les données d'entrée pour pouvoir produire ces cartes de bruit, donc à la fois pour le bruit routier, le bruit ferré, le bruit aérien sur le territoire, et donc le bruit cumulé en fait de toutes ces sources de transport.
voyez la représentation ici. Et donc, à partir de ces cartes, on peut croiser cela avec les données de population au sein des bâtiments et estimer donc des statistiques d'exposition et comparer ces données d'exposition aux valeurs de référence qui sont de deux types comme pour la qualité de l'air. On a des objectifs de qualité qui sont fixés par l'OMS et on a également des valeurs limites nationales. Alors, on n'a pas de valeurs limites européennes dans le domaine du bruit. On n'a que des valeurs limites nationales. Et ce qu'on peut tirer de ces premières analyses, c'est qu'on a en gros 14% de la population de la zone dense francilienne qui est située en zone fortement exposée avec des dépassements probables des valeurs limites nationales. 14% de la population qui réside dans des zones relativement préservées du bruit des transports, donc qui respectent les objectifs de qualité de l'OMS, et puis la grande partie des gens en fait, qui sont dans ces situations intermédiaires en jaune, près de 72%. Voilà. Et vous avez la décomposition en fonction des sources de bruit. Donc, ce qui est évidemment ce qui imprègne le plus le territoire francilien, c'est le bruit routier. On a voilà, une grande présence de bruit routier et d'exposition à cette source de bruit du fait que un réseau routier qui est très dense et qui irrigue l'ensemble du territoire. Ensuite, c'est le bruit aérien avec quand même près de 19% de la population qui vit dans des zones non satisfaisantes du point de vue du bruit du trafic aérien. Et enfin, le bruit ferroviaire. Voilà. Je laisse. Donc oui, voilà, on voulait juste vous présenter très rapidement les données qui sont mises à disposition. Alors, c'est pas exhaustif, ce sont les principales. On a d'abord les cartographies que je vous ai présentées juste avant et l'exposition de la population à des dépassements de seuil sont consultables sur notre site internet et on peut vous envoyer des images jusqu'à l'échelle communale sur simple demande. On met à disposition aussi l'inventaire, c'est-à-dire le recensement des émissions, donc à la source, ce que nos cartes d'avant, c'est ce qu'on respire, là c'est ce qui est à la source, au pot d'échappement, par exemple, tant en polluants atmosphériques qu'en gaz à effet de serre qu'en consommation d'énergie. Et vous avez à la fois des éléments historiques à l'échelle de l'EPCI depuis 2005, mais aussi on a des évaluations prospectives tendancielles qui permettent de servir de données d'entrée, notamment pour l'élaboration des plans. Et on a aussi regardé de combien il faudrait baisser les émissions pour respecter les valeurs réglementaires futures à 2030 de l'Europe et les recommandations de l'OMS. Et donc ça, c'est un travail assez complexe parce que c'est pas linéaire entre émissions et concentration. Il y a des tas de transformations dans l'atmosphère, que ce soit par transformation chimique ou dispersion par le vent. Et donc ça, c'est disponible sur simple demande. Et on a aussi construit, ça c'est plus dans une logique d'appui à tout ce qui est aménagement du territoire et urbanisme. Je vous ai parlé tout à l'heure de dioxyde d'azote, de particules de moins de 2,5 microns. Il y a d'autres polluants et l'enjeu c'était de pouvoir représenter ça de manière, enfin avec une seule carte pour montrer un petit peu les zones qui sont relativement préservées en termes de pollution atmosphérique et les zones qui sont les moins favorables à l'heure actuelle. Évidemment, il serait plus raisonnable de privilégier les zones, de limiter l'urbanisation sur les zones les plus polluées. Je sais que c'est pas facile non plus. Donc, on a fait un indicateur. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas l'objet de la présentation aujourd'hui, mais à votre disposition pour vous apporter des précisions sur la manière dont on a construit ces cartes.
Alors, du côté bruit, on a aussi différents éléments qu'on peut mettre à disposition des acteurs. Donc, on va retrouver notamment sur notre site internet la possibilité d'accéder à toutes les cartes de bruit que je vous ai communiquées tout à l'heure avec les statistiques d'exposition. Donc, on peut les avoir à l'échelle de la commune, des territoires, des agglomérations ou de la zone dense francilienne. On a aussi, vous pouvez aussi accéder au cadastre des impacts sanitaires, donc ils sont calculés à partir des évaluations fournies par l'Organisation mondiale de la santé, donc à la fois en termes de fortes gènes, de perturbations du sommeil et de mois de vie en bonne santé perdus sur le territoire. On a également des représentations des cartes de zones potentielles de calme, donc qui sont un peu le négatif en fait des cartes de bruit pour aider les acteurs et les collectivités notamment à identifier les zones qui seraient utiles de préserver d'une évolution de négative de l'environnement sonore, donc mettre en place des dispositifs pour les préserver. C'est un des objectifs d'ailleurs de la directive européenne sur le bruit dans l'environnement, c'est d'identifier des zones calmes et de s'engager à les préserver. Et puis, différentes données peuvent servir évidemment à accompagner les politiques de lutte contre le bruit, les différents plans d'action qui doivent être mis en œuvre, que ce soit le plan de prévention du bruit dans l'environnement, les plans locaux d'urbanisme, le volet bruit des PCAET lorsqu'il comporte un volet bruit. Voilà. Donc, des outils d'aide sur tout l'aménagement du territoire. Alors, pareil que pour la qualité de l'air, on a essayé de synthétiser en fait les informations sous la forme d'une carte globale du bruit des transports. Donc là, on s'intéresse uniquement au bruit. Par contre, on a différents types de bruit, le bruit routier, le bruit ferré, le bruit aérien, et on essaye donc de mettre sur une même carte l'ensemble des enjeux avec des classes qui sont en fonction en fait des valeurs par rapport aux valeurs de référence, que ce soit les valeurs OMS et les valeurs limites. Donc voilà, pareil que Anne, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça permet d'avoir en un seul coup d'œil en fait un petit peu les enjeux sur le territoire. On voit notamment voilà, au premier regard qu'il y a un enjeu très particulier, très spécifique autour des aéroports en termes de nuisances sonores aéroportuaires, et puis évidemment le long des grands axes de transport terrestre, périphériques, autoroutes, où on a de forts niveaux d'exposition. Et pour aller plus loin, on a proposé une approche couplée avec une coexposition air et bruit. L'idée étant non seulement de bien identifier les zones de calme, mais d'y ajouter ces zones de moindre pollution, qui sont vraiment des zones à préserver, et les zones qui sont au contraire co-exposées de manière plus ou moins forte à à l'une des deux pollutions ou à la somme des deux. On a gardé sciemment une double échelle pour que le lecteur puisse bien voir, bien différencier ce qui vient de l'air et de ce qui fait du bruit, ce qui vient du bruit, puisque les moyens d'action ne sont pas toujours les mêmes et les effets sanitaires pas forcément identiques non plus. Donc on voulait que vous gardiez cette image des deux aspects et ça vous donne une carte où on retrouve, ouais, c'était bien, où on retrouve bien ce que disait Fanny à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a une spécificité dans les zones de survol aéroportuaire, mais on retrouve aussi les axes routiers euh, plus, qui sont directement générateurs de pollution de l'air et de bruit. Et puis des zones qui sont en bleu ciel, elles, sont plus des zones actuellement plus préservées et qu'il faudrait continuer à essayer de préserver pour qu'on puisse, pour garder ces espaces.
Voilà, donc Anne a déjà décrit pas mal cette carte. On a différentes, en effet, différents enseignements qui peuvent en être tirés. Donc voilà, avec les zones de coexposition marquées air bruit en rouge, les zones en jaune qui sont des zones de situation altérée ou d'influence des grands axes routiers de l'activité aéroportuaire. Les zones en bleu foncé, c'est des zones où on a une composante de pollution atmosphérique plus marquée que la composante de pollution sonore. Au contraire, quand on est dans le gris foncé ou dans le marron, on a un enjeu très spécifique lié à la pollution sonore. Voilà, donc ça se lie assez facilement, on l'espère. Enfin, en tout cas, c'était le but en fait de cette carte croisée air-bruit, c'est d'avoir un élément assez didactique pour les collectivités, pour les acteurs, pour pouvoir s'emparer de ce sujet-là et intégrer cette double dimension dans leur politique d'aménagement. En termes de statistiques, hein, rapidement, on s'aperçoit qu'il y a quand même 80% des franciliens qui sont exposés à des niveaux de pollution sonore et atmosphérique qui excèdent fortement les recommandations de l'OMS quand on croise ces deux composantes. Qu'on a 7% des franciliens qui sont exposés simultanément à des dépassements des valeurs limites réglementaires actuelles pour le bruit et à de nets dépassements des projets de valeurs limites, enfin c'est plus des projets d'ailleurs, c'est des valeurs limites 2030 pour la qualité de l'air. Les enjeux se concentrent quand même très majoritairement sur le territoire métropolitain, voilà, avec 86% des personnes exposées à des situations très dégradées. Et que, heureusement, on a quand même un quart des communes franciliennes qui sont relativement épargnées par les deux pollutions, principalement en Grande Couronne. Il s'agit voilà, des communes de Grande Couronne qui ne sont pas concernées par des survols d'aéronefs et 38% des communes qui ont quand même la moitié de leur population exposée simultanément à un air et un environnement sonore altéré ou très dégradé. Donc voilà, des enjeux forts sur l'ensemble du territoire. On peut trouver, donc vous pouvez aller sur la plateforme carto.airparif.bruitparif.fr et retrouver donc cette cartographie. Vous pouvez naviguer dedans et accéder aux différentes statistiques d'exposition de la population en fonction des territoires. Donc là, vous avez une représentation évidemment des enjeux sur Paris, sur la métropole du Grand Paris ou en dehors de la zone dense francilienne. Vous voyez qu'il y a évidemment des contrastes très marqués en fonction des parties du territoire francilien. Voilà, donc le site de consultation, voilà, c'est le suivant, et donc vous pouvez avoir accès à des informations précises sur des communes, sur des territoires, avec les statistiques associées. Là, je vous ai mis l'exemple, par exemple, pour le territoire de Plaine Commune. Je laisse peut-être reprendre la main sur Oui, enjeux on va aller d'utilisation. très Voilà, vite parce que voilà, voilà on le temps. dépasse le temps qui Voilà. nous était Ouais. imparti. Mais vous dire qu'il y a pas mal d'utilisations possibles de ces cartes, que ce soit pour l'urbanisme ou pour l'élaboration des plans d'action à l'échelle territoriale, PCAET et PPBE. Et on voulait juste très rapidement vous montrer un exemple sur l'intégration de ces cartes avec d'autres composantes environnementales. C'est un travail qui a été fait par l'Institut Paris Région et plus spécifiquement l'Observatoire régional de santé dans le cadre du PRSE qui a associé à la fois nos cartes, où on voit un petit peu le PIF, mais aussi d'autres nuisances environnementales. Et je pense que c'est un outil précieux pour que vous puissiez voir les pressions environnementales sur vos territoires respectifs. Et quand on zoome sur ces cartes, quand on clique sur une maille, ça vous donne en fait la répartition des nuisances dans cette maille et les pourcentages de nuisances en fonction enfin, sur la maille donnée. La problématique de la qualité de l'air, du bruit des transports, la pollution des sols, les sites industriels, la qualité des eaux, enfin voilà, toutes ces composantes environnementales ont été prises en compte, et puis aussi la carte de cadre de vie, notamment la présence d'espaces verts, a été prise en compte dans cette cartographie interactive de la multi-exposition. Et l'ORS a été même un peu plus loin parce qu'elle a croisé donc ces données sur la multi-exposition environnementale avec des facteurs, avec des scores en fait de vulnérabilité des territoires
Et ça, c'est très intéressant. Alors, ça se voit peut-être pas vraiment là sur les cartes, mais à gauche, vous avez des scores d'environnement sol. Donc, la cartographie, alors c'est pas la même échelle de représentation de couleurs que tout à l'heure, mais c'est les mêmes informations. C'est la multi-exposition environnementale sur le territoire francilien. Et au milieu, vous avez en fait ce score, mais complété de la prise en compte de la vulnérabilité des territoires, donc qui intègre à la fois la composante socio-économique en fait, et puis la capacité à faire face. Euh, et on voit que plus le score d'environnement est élevé, plus la proportion de population appartenant à la classe la moins favorisée augmente. Donc c'est voilà le graphique que vous avez à droite, et donc ce qui vient confirmer ce qu'on sait tous, qu'il y a de fortes disparités, inégalités sociales et environnementales sur notre territoire. Voilà, on va laisser place aux questions. Merci à vous. Ben, Merci. merci beaucoup pour toutes ces informations. Et puis, on pourra vous envoyer les liens vers toutes les cartes à la suite du webinaire. J'ai vu qu'il y avait déjà quelques questions dans le chat. Euh, je peux vous laisser les poser directement à l'oral si vous le souhaitez. Lever la main et puis on peut procéder comme ça. Et peut-être que Anne et Fanny, si vous voulez regarder Alors, les questions. ouais. Oui, bien. Euh, Peut-être la question sur les particules PM2,5, c'est vrai que je suis passée très très vite. Euh, j'ai précisé pour les dioxydes d'azote et pas pour les particules. Les particules, donc des poussières qui sont très très fines, elles sont produites aussi par les combustions, effectivement, mais c'est pas l'unique source. Alors là, la source principale dans la partie combustion, c'est le chauffage résidentiel et notamment le chauffage au bois. Mais on a aussi tout ce qui est un petit peu issu de l'industrie, des chantiers. Donc on a des sources plus variées, mais effectivement la combustion aussi. J'avais une question, je crois, pour moi sur la carte du bruit, alors, mais qui n'était pas en fait une carte du bruit. La question c'était sur la première carte du bruit que vous avez montrée, c'est blanc sur le bois de Vincennes et une partie du boulevard des Maréchaux du 12e. En fait, la première carte que j'ai montrée, il s'agissait d'une carte en fait des années de vie en bonne santé perdues sur le territoire par maille de 200 mètres de côté. Donc en fait, c'est le résultat du croisement des niveaux de bruit avec les données de population. Donc évidemment, dans le bois de Vincennes, il n'y a pas d'habitants, donc on a du blanc. Voilà. C'est pour ça que ça ne ressortait pas. C'est que là où il y a de la population qu'on a une information. Donc plus c'était rouge, plus il y avait de personnes en fait euh, concernées par les enjeux du bruit des transports. Oui, mais il y avait mon coin aussi qui était en blanc. C'est pour ça que j'ai demandé. Il y avait aussi le début de la rue de Picpus, là, des part et d'autre de la rue C'est des mailles de 200 mètres. Donc du voilà, comme il y boulevard a des le... Maréchaux. Oui, oui, mais en fait, c'est des mailles de 200 mètres. Donc en fait, voilà, c'est... Ah bon. Il y a les emprises ferroviaires, en fait. Je pense que c'est là où il y a du blanc. Mais au-dessus, il n'y a pas de blanc. Ah, il n'y a plus de ferroviaire puisque la petite ceinture est ouverte au public et il n'y a plus de passage de train, hein, c'est fini. Ouais, Mais on c'est pourra pas là regarder en que détail. Ouais, voilà, je vous enverrai le zoom. Vous verrez mieux, je pense. D'accord. Parce que nous, on a quand même sûrement aussi des années de vie en bonne santé en moins, étant Oui, sur les bien sûr. maréchaux, vous comprenez. Il y a Hervé Lérol. Hervé Le Roll, oui. Oui, merci. Merci beaucoup pour cette présentation, hein. C'est clair et puis on voit bien qu'on a accès à beaucoup de données et puis on voit aussi les questions de cumul avec diverses autres pollutions et que c'est très disparate enfin, au niveau territorial, même si c'est effectivement concentré et sur le cœur de l'agglo sur les aéroports, bien sûr, et puis sur les axes routiers. Alors, la question des axes routiers, bon, là-dessus, il y a
Après, c'est un peu les moyens d'action qu'il peut y avoir là-dessus. Il y a les instruments que vous avez cités sur les divers plans que peuvent dicter les collectivités territoriales. Mais il y en a un que vous n'avez pas cité et que tout le monde a un peu en tête, j'imagine, c'est la zone à faibles émissions de la métropole du Grand Paris, qui est en principe décidée, mais qui, disons, ne se met pas tout de suite en place. Et je crois qu'un des... Alors, je ne sais pas quel est... Est-ce que vous avez un avis sur l'efficacité de ce type de mesures au niveau de la réduction des pollutions, surtout l'air, mais éventuellement aussi un peu le bruit? Ça, c'est une première question. Et la deuxième, c'est que ça soulève des questions d'inégalité sociale, puisque tout le monde dans la métropole, enfin, disons que les personnes les moins favorisées sont parfois celles qui sont le plus contraintes de l'usage du véhicule pour des tas de raisons, y compris la desserte en transport public, etc., ou l'éloignement, donc tout ce qu'on veut, ça c'est une variable, et l'autre variable, c'est le coût du véhicule. Et souvent, ils sont des véhicules polluants parce que c'est moins cher. Et donc, les questions après, c'est comment peut-on les aider, et ça, c'est politique publique, à renouveler leurs véhicules, y compris par des formules de prêt, de leasing. Voilà, je verse ça dans le débat, même si évidemment, ça dépasse les compétences d'appareil fait de bruit pareil, mais qu'on a un peu une amorce de réflexion sur ce sujet parce que quelque part, c'est assez explosif. Là où moi je peux vous répondre côté Air Paris, c'est sur le début de votre question. Alors la ZFE métropolitaine, elle est déjà en place. Mhm. Il n'y a pas de contrôle automatique, mais ça ne veut pas dire ni qu'elle n'est pas en place, ni qu'elle n'est pas au moins en partie respectée, puisqu'on a pu montrer qu'effectivement, il y avait une amélioration de la qualité de l'air plus rapide que s'il n'y avait pas eu des feux par un renouvellement plus rapide des véhicules, hein. Il y a pas de réelle surprise sur l'efficacité de ces actions-là. Et en complément de votre question à laquelle je ne peux pas complètement répondre sur comment on réduit Mhm. les inégalités d'accès au changement de véhicule, c'est pas mon métier. En revanche, là où je voulais compléter, c'est que c'est ceux qui habitent le plus proche des gros axes routiers, boulevard périphérique, A86 et les entrées et les autoroutes urbaines, enfin les autoroutes d'accès au cœur de l'agglomération, c'est en général les personnes les plus défavorisées, Ouais. à la fois, enfin voilà, donc elles sont plus exposées à la pollution. C'est aussi des personnes qui en général ont un moindre accès aux soins, donc détectent un peu moins Mhm. vite leurs problèmes de santé et les soignent plus mal. Donc on a une exception francilienne sur le cœur de Paris où on a des niveaux forts et pas forcément les personnes les plus défavorisées, mais globalement ça reste vrai sur le cœur de la petite couronne et sur certains quartiers parisiens. Donc ça s'ajoute, c'est-à-dire à la fois ils ont des difficultés à se déplacer, mais c'est aussi les plus exposés, donc c'est aussi pour eux qu'il est très Mhm. important d'agir en réduisant les émissions. Mhm. Mhm. Merci. Après, Anne, quand tu dis c'est très important d'agir, on parle, les citoyens n'ont pas la main, les assos n'ont pas la main. C'est vrai. Non, mais je voulais dire, la ZFE a aussi cet objectif-là de réduire les pollutions à proximité des gros axes routiers. Enfin, c'est son objet premier. Et c'est Mhm. par cette réduction-là qu'on réduit un petit peu les inégalités d'exposition à la pollution atmosphérique. Évidemment, la zone à faible émission, c'est pas la seule action de réduction de la pollution, mais c'est une action qui est efficace. Même si j'entends bien que c'est pas simple, enfin ça oblige à ce qu'il y ait des accès au transport différents pour que ça puisse Je permettre. pose juste un sujet que on va pas ouvrir de débat, mais c'était juste pour le poser là, Anne. C'est que dans les quartiers populaires, les ZFE sont très mal acceptés. Mhm. C'est vu encore comme quelque chose
qui va pénaliser les gens des quartiers, c'est-à-dire qu'on va leur demander d'abandonner une voiture alors qu'il n'y a pas d'offre de transport en commun. Mm. Donc c'est toujours un peu Je, la double peine. Je ne veux pas rentrer dans le mm. débat, c'est juste pour dire que c'est Oui, pas, oui. Oui, puis enfin, Air Paris c'est pas bien accompagné, quoi. vient pas défendre les ZFE. Moi, je vous explique juste que ça a réellement un impact et que ça expose moins ces personnes-là. Ça n'enlève rien à la difficulté d'accès à la mobilité, on est d'accord. Christine Lafolie avait une question. Oui, merci. Ben, finalement, je vais poser la question que j'avais écrite dans le chat. Ben, merci, oui, tout d'abord pour les présentations. Alors, la première chose, c'est que sur Antony, donc 92, qui n'est pas totalement épargné euh, par les nuisances sonores ou par le bruit, euh, nous avons, dans le cadre du budget participatif, fait installer par la mairie des sondes pour tester la qualité de l'air à certains endroits stratégiques, près d'une école, près dans un carrefour, enfin bon. Et alors la question que je me pose, c'est que au-delà de la connaissance, maintenant on a une connaissance de la qualité de l'air, mais alors qu'est-ce que l'on peut faire? Parce que j'ai l'impression que en fait on ne va pas au-delà du constat. Qu'est-ce que la mairie pourrait faire? Quel accompagnement pour mettre en œuvre des solutions elle pourrait avoir? J'ai cru comprendre dans votre exposé que vos structures permettaient d'avoir une certaine aide. Enfin, peut-être que j'ai mal compris. Et nous, en tant qu'habitants, dans quelle mesure on peut aussi être aidé par vous, par exemple? Et de la même façon, là, il y a une nouvelle ZAC qui est en pleine concertation. Enfin, elle se situe vers l'autoroute A6, pas très loin de la 86, et pas très loin non plus des pistes d'Orly. Donc, selon la direction du vent, des nuisances proviennent également de l'aéroport. Et il est prévu dans le projet qui nous a été soumis, donc la construction le long de l'autoroute, alors de bureaux effectivement, mais aussi de logements et évidemment de logements sociaux. Donc la mission, la MRAE, je ne connais plus exactement la signification, mais en fait n'est pas encore intervenue en disant qu'il fallait qu'elle ait, enfin soi-disant, un projet abouti pour pouvoir donner ses conclusions. Et alors d'ici là, ben, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen pour essayer d'inverser un peu, enfin, de prendre en compte toutes les nuisances qui nous apparaissent. Voilà, merci. Alors, votre question est vaste. Alors, sur la partie euh, appui d'Air Parif et sensibilisation, il y a des choses qu'on peut faire directement sur le cadre de notre budget général. On a notamment, on fait, je crois, une fois par mois, une fresque de la qualité de l'air qui est accessible à tous sur inscription parce qu'il faut qu'on ait la place, mais donc ça, c'est pour tout le monde. Vous pouvez aussi poser vos questions sur notre site pour nous demander et on fait de temps en temps des interventions, notamment via FNE Île-de-France pour aider à la montée en compétences et sur les appuis des collectivités. En fait, suivant le type d'appui, ça peut être payant parce que ben, nous, on n'a pas les moyens d'aider l'ensemble des communes directement. Mais pour vous répondre plus précisément sur ce qui peut être fait, alors sur le projet dont vous parlez, qui est en cours directement, moi, je ne le connais pas exactement. Ce qui est sûr, c'est que si des bâtiments de bureaux, suivant comment c'est prévu dans l'aménagement, ça peut faire écran par rapport aux nuisances du trafic routier. Ça fait partie des règles qu'on peut prendre en aménagement pour préserver plus les logements qui, sous réserve, enfin, s'ils sont protégés par ces bureaux, par exemple, et ça permet aussi qu'ils soient plus éloignés, puisque dès qu'on s'éloigne de quelques mètres et quelques dizaines de mètres, on a une exposition beaucoup moins forte. Et après, ce que peuvent faire les communes, ben, il y a un premier point
qui est d'introduire des aspects environnement, enfin des aspects qualité de l'air, et je laisserai Fanny répondre sur l'aspect bruit, mais je pense que c'est du même niveau, dans les plans locaux d'urbanisme, avec deux niveaux, enfin deux types de choses qui peuvent être faites. C'est soit, et c'est à ça que servent aussi nos cartes stratégiques de l'air, soit interdire certains usages. On a des communes qui commencent à, ou des EPCI qui commencent à l'introduire dans leurs plans locaux d'urbanisme. C'est une interdiction d'installation, par exemple, d'accueil de publics sensibles dans ces zones particulièrement exposées. Ça peut être aussi, et c'est un petit peu d'imposer des études d'impact, enfin, d'impact euh, de la qualité de l'air sur les futurs usagers des nouveaux locaux et pas l'impact du projet sur l'environnement, qui est ça, est réglementaire par ailleurs, pour permettre d'adapter, on va dire, les projets à ces problématiques pour limiter l'impact de la pollution sur les futurs usagers. Mais ça, c'est pas encore très répandu dans les plans locaux d'urbanisme franciliens. C'est un moyen d'imposer les opérateurs et les maîtres d'ouvrage à se préoccuper de cette question-là et de l'intégrer dans la réalisation de leur projet. Après, si votre Est-ce projet il est déjà en concertation, c'est peut-être déjà un peu Un tard peu pour tard. modifier les projets. Euh, Il y a est-ce que ça notamment va- plein de communes qui a changé, en fait, qui a réduit l'ampleur de son projet d'urbanisation par des logements, compte tenu de l'impact sur la pollution atmosphérique. Ils ont supprimé une partie des bâtiments qui auraient été les plus exposés, enfin, dont les habitants auraient été les plus exposés. excusez-moi, j'ai pas entendu vous avez dit la politique d'impact, j'ai pas compris. Vous disiez que les communes pouvaient procéder à des études supplémentaires sur Oui, les... pour imposer dans des zones particulières, imposer dans les plans locaux d'urbanisme de faire une étude enfin, dans le cadre de la réflexion sur leur projet, sur l'impact de l'environnement, en fait, enfin, sur la qualité de l'air qui sera respiré par les futurs usagers. Ce qui Mhm. permet de les obliger à se poser la question, est-ce qu'on peut mettre des écrans? Comment on peut limiter? Comment on peut construire en limitant l'impact de la pollution de l'air environnante, notamment des axes routiers, sur mon futur projet de logement ou d'autres usages. C'est des études qu'on sait, enfin qu'on sait que nous et les bureaux d'études savons parfaitement mener, et c'est faisable à partir de maquettes numériques. Dans le domaine du bruit, en fait, c'est un petit peu la même chose, sachant que souvent, lorsqu'il y a un projet de construction, euh, la maîtrise d'œuvre se limite au respect réglementaire, en fait, par rapport à ce qu'on appelle le classement sonore. Donc, en fait, le long des grandes infrastructures de transport, il y a des classements sonores qui existent et qui imposent un certain niveau d'isolement à respecter lorsqu'on construit pour faire en sorte que quand on est à l'intérieur d'un bâtiment, on soit relativement préservé du bruit extérieur. Malheureusement, ce respect réglementaire n'est pas suffisant pour permettre une vivabilité des espaces. C'est-à-dire que voilà, si on veut ouvrir ses fenêtres, si on veut profiter de son balcon ou de sa terrasse, c'est pas approprié. Et donc la démarche nous qu'on a à Bruit Paris vis-à-vis des collectivités, c'est de les pousser à aller au-delà de cette vérification purement réglementaire des constructions pour aller sur des études en effet plus larges de quartiers typiquement qui tiennent compte des infrastructures, voilà, de l'usage qui va être fait du bâtiment pour avoir vraiment une réflexion d'ensemble et que ça soit voilà, d'intégrer ça de manière beaucoup plus large. Et là, rentre en considération les mêmes choses que pour la qualité de l'air, à savoir l'éloignement par rapport à la source de bruit, euh, la présence de bâtiments qui peuvent faire écran, un bâtiment pouvant lui-même générer un espace de calme à l'arrière. Voilà, donc tout ça doit être pris en compte. C'est vrai que l'enjeu, c'est ça, c'est de travailler beaucoup plus à l'échelle du quartier, pas rester uniquement sur le réglementaire, parce que sinon, voilà, ça,
Merci. construire sur le périphérique, quoi. Voilà. Je crois que voulais faire, Muriel peut je voulais intervenir. faire une remarque là un ordre, pour notre fonctionnement. Je ne voudrais pas que notre collègue Fabien Tosolini soit privé de parole et je voulais dire que travaillons aussi pour nous les associations. Bah, je veux dire que les citoyens peuvent rejoindre les associations. Il y en a qui luttent contre les nuisances sonores. Il y a l'Advocnar, qui est un regroupement de collectifs. Et là, ils sont particulièrement actifs sur les questions de nuisances aériennes. Et puis, à l'occasion de l'élaboration soit des plans locaux d'urbanisme, soit des plans au niveau intercommunal air, énergie, qui sont aussi des moments de concertation avec les citoyens. Et puis, in fine, on peut aussi faire des recours contentieux. Et pour ça, venez dans nos associations et nous, on portera vos recours contentieux contre la pollution de l'air et contre les nuisances sonores. C'était un petit quart d'heure de publicité pour FNE Île-de-France et son réseau. Et on va laisser la parole à Fabien. C'est ça. Et puis il y aura un deuxième temps de questions à la fin. Donc si vous n'avez pas pu poser vos questions à ce moment, on pourra les reprendre. Fabien, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Fabien Tosolini et si effectivement j'ai été secrétaire général adjoint de la Fédération des transports et de l'environnement de la CFDT, aujourd'hui je suis délégué régional pour la CFDT Île-de-France et je m'occupe du sujet des transports et je siège au comité des partenaires d'IDF Mobilité qui est en fait un comité qui regroupe des associations, en fait tout ce qui constitue la vie associative et politique autour d'IDF Mobilité, donc où on nous présente l'ensemble des dossiers qui sont présentés en conseil d'administration. Alors, on nous a demandé d'intervenir sur une action syndicale qui est au départ liée à une inégalité de traitement au sujet de la qualité de l'air ou de la mauvaise qualité du bruit. Eh bien, on a pris le point de la qualité de l'air dans les infrastructures souterraines de transport, qui est un combat syndical que mène la CFDT depuis 1993. Alors, j'ai la dure tâche de résumer 32 années d'action syndicale en 10 minutes, ce qui est un gage pour un cheminot, parce que vous le savez, les cheminots ne sont pas toujours très à l'aise. On démarre ce point de la qualité de l'air en 1993, donc à Marseille, et donc ce n'est pas en région parisienne que ce sujet remonte au sein de la CFDT, mais au sein de la section syndicale de la Régie des transports de Marseille, la RTM, qui est à l'époque menée par Patrick Rossi, et il est contacté par des machinistes du métro qui se plaignent à l'époque de plus en plus de gênes respiratoires, et notamment un constat inquiétant qui est que les mouchoirs recueillent de plus en plus de morve noire quand ils terminent leur journée. Alors, cette section syndicale, elle s'intéresse un peu plus près aux normes qui sont appliquées en vigueur pour ces personnels et ils se rendent compte que les personnels de transport ferroviaire souterrain sont exposés à des taux de particules, de microparticules qui sont très importants et qui sont supérieurs à la norme journalière de 50 microgrammes par mètre cube, qui est une norme qui s'applique normalement à l'air libre et qui ne peut être dépassée plus de 35 jours par an. Et ils se rendent compte aussi que la réglementation qui s'applique aux travailleurs souterrains, elle fixe des concentrations maximum de 5 mg par mètre cube d'air inhalé pour certaines particules par période de 8 heures. Alors ça paraît peut-être un peu compliqué, mais on peut vous le résumer très simplement en disant qu'en France, en 1993, il est légalement autorisé qu'un salarié des transports ferroviaires souterrains puisse respirer un air 100 fois plus pollué qu'un simple usager. À partir de ce constat-là, les premières actions syndicales au sein de la RTM se mettent en place et durant 10 ans, cette section syndicale va utiliser l'ensemble de ces outils syndicaux pour faire reconnaître à l'entreprise de Marseille qu'elle doit agir envers ses salariés et ses usagers pour améliorer ce qui est considéré par notre équipe à l'époque comme un futur scandale sanitaire. Et l'intervention des délégués du personnel,
des interventions en CHSCT, pardon, les actions médiatiques n'y feront rien puisque la RTM utilise à l'époque toujours la législation en expliquant que les seuils d'exposition mesurés sont conformes à ceux autorisés par les textes en vigueur. Et ça va durer 10 ans. En 2003, la CFDT s'empare du sujet au niveau national. Et c'est l'intervention de la section syndicale de la RTM qui, lors du congrès de la Fédération générale des transports et de l'équipement de la CFDT, ce qu'on appelle la FGTE-CFDT, interpelle l'ensemble des congressistes qui y voient en fait une action à mener nationalement, puisque ce qui est expliqué à l'époque par les équipes de la RTM, des équipes de la RATP, mais aussi des transports lyonnais et lillois, ont exactement le même constat. Et donc, c'est l'Union fédérale de l'équipement, ce qu'on appelait l'UFETAM chez nous, et le syndicat national des transports urbains, la SNTU, qui s'emparent du sujet en collaboration avec les secrétaires nationaux de la CFDT Transport. 2003-2010, que ce soit l'État, que ce soit les autorités ou les opérateurs de transport, finalement, tout le monde se balance un peu la patate chaude. Et durant 7 ans, les équipes syndicales de terrain, mais aussi les équipes syndicales nationales, se retrouvent confrontées à des refus permanents de la part de l'ensemble des acteurs de traiter ce sujet, puisque chacun remet la faute sur l'autre. L'État considère que les seuils sont acceptables, les opérateurs de transport considèrent, et les autorités de transport considèrent que les seuils s'appliquent et donc il n'y a pas lieu de travailler sur le sujet. Et c'est le 12 juillet 2010 qu'il y a une première loi, qui est la loi 2010-788 du 12 juillet 2010, qui en fait parle de surveiller la qualité de l'air dans certains ERP déterminés par décret en Conseil d'État lorsque la configuration des locaux ou la nature du public le justifie. Et c'est le point de départ finalement d'un travail législatif étatique qui va démarrer le 11 octobre 2011 par une saisine de l'ANSES. Et cette saisine, elle est très importante puisque c'est une saisine qui est menée par la Direction générale du travail, par la Direction générale de la santé et par la Direction générale de la prévention des risques pour la réalisation d'une expertise relative à la pollution chimique de l'air des enceintes de transport ferroviaire souterrain et les risques sanitaires associés chez les travailleurs. Et dans ce contexte, l'ANSES a 4 points, tous très importants. D'abord, faire un état des connaissances de ce qui constitue la pollution chimique de l'air dans les enceintes ferroviaires souterraines et l'exposition individuelle des travailleurs à la pollution chimique de l'air dans ce type d'enceinte, et notamment déterminer les effets qui y sont associés. C'est aussi le moyen pour l'ANSES de faire le bilan des politiques de gestion existantes, voire des réglementations. Il demande aussi qu'une évaluation quantitative des risques sanitaires soit faite, donc des risques sanitaires liés à la pollution chimique de l'air des enceintes de transport ferroviaire chez les travailleurs. Et un dernier point qui est la mise en place d'axes de recherche et de pistes de gestion pour justement réduire cette pollution chimique de l'air dans les enceintes et des risques associés chez les travailleurs. Et si cela peut un peu paraître technique à vos yeux, c'est finalement la première fois qu'il est inclus la notion de risque spécifique à la qualité de l'air dans les enceintes ferroviaires pour la santé des travailleurs et, de fait, aussi pour la santé des usagers. La saisine va durer 4 ans, puisque c'est en septembre 2015 que, enfin, l'ANSES met des mots sur les mots. Et je vais vous lire ce que dit le rapport à l'époque. L'expertise de l'agence conclut qu'une inflammation des voies respiratoires et des faits consécutifs à cette inflammation sont probables en lien avec une exposition chimique aux particules des enceintes ferroviaires souterraines. Par analogie avec les risques sanitaires bien documentés des particules de l'air ambiant extérieur, des effets délétères sont attendus sur la santé cardiovasculaire et respiratoire. Sont concernés les travailleurs exerçant notamment dans les domaines de l'exploitation du transport, de l'organisation du transport, des services, des commerces, de la pollution, de la police, de la sécurité, la prévention et l'action sociale. Et les risques sanitaires sont vraisemblablement plus élevés pour les travailleurs en charge des maintenances des infrastructures puisqu'ils sont exposés en plus à des émissions des motrices diesel et des travaux de maintenance.
Et cette saisine demande aussi l'élaboration finalement d'une valeur limite de gestion et un renforcement du dispositif de surveillance de la qualité de l'air de l'ensemble des réseaux afin de pouvoir évaluer l'efficacité des mesures d'amélioration de la qualité de l'air et des réductions des expositions des travailleurs. Donc pour la première fois, en 2015, vous voyez, on a commencé en 93. Pour la première fois en 2015, il est considéré que la mauvaise qualité de l'air dans les infrastructures de transport ont une déclinaison sur la santé des travailleurs au quotidien. Et donc, de fait, les équipes syndicales de la CFDT, utilisant cette saisine, mettent en place des actions syndicales dans les entreprises. Et je prendrai comme exemple un exemple francilien, puisqu'on parle aujourd'hui du territoire francilien. C'est la CFDT Cheminote et la section syndicale CFDT de Paris-Est qui réussit à signer un accord et mettre en place un accord sur le territoire de la gare d'Haussmann et Magenta, puisque ce sont deux gares en souterrain, et ils obtiennent une mesure phare qui permet la mise en place de l'amélioration de la qualité de l'air dans les infrastructures de transport, notamment à travers l'aménagement de postes sans perte de salaire pour les salariés fragiles et des mesures sur les capacités respiratoires lors de la visite médicale annuelle. On a donc en 2019, en 2015, les premiers accords qui permettent en fait d'assurer la protection de ces travailleurs. On arrive ensuite entre 2015 et 2024, où là, on a deux décisions du Conseil d'État. Et malgré les deux condamnations du Conseil d'État sur le sujet à la suite d'actions de la CFDT Transport, les pouvoirs publics n'ont aujourd'hui rien mis en œuvre sur notamment la valeur limite d'exposition professionnelle. Et c'est la seule chose qui a été obtenue, c'est la revoyure de l'article donc R42-22-10 du Code du travail qui fixe cette valeur limite d'exposition professionnelle. Mais donc 31 ans plus tard, la norme fixée reste encore très largement supérieure à celle qui prévaut pour protéger la santé des salariés. Alors vous allez me dire, et demain? Eh bien, encore aujourd'hui, toutes les équipes de la CFDT, qu'elles soient au niveau des entreprises, mais aussi au niveau national, continuent de travailler sur ce sujet qui est primordial à la fois pour la santé des travailleurs, mais aussi pour la santé des usagers du transport. Alors, il n'est pas là, il n'est pas dans notre idée de faire peur à tout le monde et de dire que prendre les transports en commun sont une source de maladies à l'avenir. Nous, ce que l'on dit surtout, c'est que l'exposition des travailleurs, puisqu'il y a une vraie différence entre un usager qui utilise le transport en moyenne en 25 minutes par jour est beaucoup moins exposé que celui qui travaille 8 heures par jour, à minima. Puisqu'on a aujourd'hui maintenant des salariés qui travaillent plus de 8 heures dans ces infrastructures de transport. Et nous, ce que l'on demande, c'est que ce sujet d'exposition à des substances cancérigènes, des mutagènes et les toxiques de la reproduction soient pris en compte au titre de la pénibilité. On demande évidemment la révision de la valeur de limite d'exposition professionnelle pour qu'elle soit finalement la même pour tous les citoyens et que les constructeurs de matériel ferroviaire et les exploitants continuent d'agir pour diminuer les sources de pollution. Il y a eu des efforts de fait, on le voit. Aujourd'hui, les nouvelles rames de métro que vous pouvez voir ne sont plus du tout émettrices de microparticules de façon aussi forte que les rames que vous avez connues dans les années 90. Heureusement, dirais-je, parce que l'action, et là pour le coup l'action syndicale, a permis ce genre de choses. Mais cependant, on a encore aujourd'hui des seuils qui sont très très importants et cette problématique de la qualité de l'air en réseau souterrain s'est exportée dans des infrastructures de transport que vous côtoyez aussi très régulièrement, que sont les aéroports, et notamment les aérogares et les lieux où vous récupérez vos valises, puisque les microparticules de plastique émises par les tapis sur lesquels vous récupérez les valises sont des endroits très exposés aux microparticules et donc très nocifs pour les salariés. Donc le travail n'est pas terminé.
Ça fait donc 32 ans que la CFDT travaille sur ce sujet essentiel pour la santé des travailleurs des transports. Elle n'a évidemment pas dit son dernier mot et elle continue de travailler à tous les niveaux pour améliorer la qualité de l'air, à la fois chez les travailleurs qui sont de plus en plus nombreux à travailler dans ces espaces. On le voit notamment à travers l'aménagement des gares. Je pense notamment à la gare du Nord l'accès au RER était à l'époque une zone où il n'y avait pas de commerce. Aujourd'hui, c'est devenu une vraie zone commerciale. Mais aussi, et évidemment, les usagers des transports que vous êtes tous, toutes et tous. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation de cet enjeu. Je vais vous laisser lever la main comme tout à l'heure pour poser vos questions. Et puis on a déjà une question d'Hervé Leroll pour Olivier Clément.